Chantal Hébert, Michel David, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Je vous le dis tout de suite, je vais devoir vous bousculer dès qu'Azeb, parce que le grand jury a recommandé des accusations contre Donald Trump. Alors ça nous tombe dessus à l'instant. Mais d'abord, parce que Azeb n'est pas tout à fait là, je disais en tout début d'émission qu'on pouvait se gratter la tête en écoutant la période des questions. Je dis, c'est quand même une réforme sérieuse. Là. Il y a 3000 articles, 300 pages, peu importe. Et on a eu l'impression d'un peu d'un cirque à la période des questions. Et c'est rare que je parle d'autant de l'opposition, mais on a l'impression qu'on n'avait pas mesuré l'importance de cette réforme-là, ou en tout cas, on était allé vite dans les conclusions. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. On écoute Gabriel Nadeau-Dubois, M. Legault, M. Tanguay, M. Legault, puis on vient tout de suite. Le premier ministre vient de se féliciter d'accomplir, moi aussi je vais dire un mot anglais, le wet dream de Gaétan Barrette. Il vient de nous dire, moi je vais aller jusqu'où Gaétan Barrette est jamais allé. D'abord, le co-chef de Québec solidaire là, devrait se rappeler qu'il n'est plus un chef étudiant, là, mais qui est à l'Assemblée nationale, ici, dans les mots qu'il choisit, là, qui vieillissent un petit peu, qui prennent un petit peu de maturité. Ce qui reste au ministre, ce sera la capacité de blâmer et de congédier. Alors, après le super ministre de l'Économie, le conseiller numérique, on a le mini-ministre de la Santé, Madame la Présidente. Ce qu'on voit depuis hier, c'est que les oppositions et les syndicats défendent le statu quo, défendent le passé. Et pourtant, avec ce qui est proposé par le ministre de la Santé, ce qu'on vise, c'est une meilleure organisation du travail. Chacun a son rôle dans la joute parlementaire, bien sûr, mais d'abord, premier commentaire sur tout ça, Chantal Hébert. C'est rapide et le ton n'est pas prometteur si on commence braquer. Et moi, je prends au sérieux le projet de loi qui a été présenté. On ne présente pas un projet de loi de cette envergure-là si on n'a pas des intentions sérieuses. Et le ton du débat à l'Assemblée nationale ne reflète pas le sérieux de la question. Et cela malgré le fait qu'il y a au Québec un consensus politique sur la nécessité de faire une réforme. Michel David, moi, je vous le dis comme je le pense, je regardais ça tout à l'heure, j'ai eu l'impression que l'opposition avait comme raté un rendez-vous. Là. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils soient d'accord avec le projet de loi, mais dans le ton, dans la complexité de la réponse, les Québécois écoutent ça et puis ils disaient « bon sang ». Mais corrigez-moi ou ajoutez ce que vous voulez, Michel. Oui, bien, le ton, évidemment, n'était pas très relevé. Mais on s'est concentré sur le plus facile, si je peux dire. Une nouvelle structure, encore de la bureaucratie, ça. Une réforme à la barrette. Ça, c'est très facile de dire ça. Et évidemment, ça a des échos dans la population qui se dit « ah non, pas encore ». Mais sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire de cette réforme-là. Est-ce que, par exemple, l'opposition est d'accord avec la réduction vraiment énorme là, des accréditations syndicales qui va permettre une mobilité, c'est-à-dire, oui, une mobilité en généralisée à l'ensemble du Québec, l'ancienneté? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ou non? Est-ce qu'ils sont d'accord pour trouver un moyen de faire travailler les spécialistes un peu plus en région puis un peu plus à des heures moins favorables? On ne sait pas ce qu'ils pensent de ça. Alors, je pense qu'ils vont devoir refaire leur devoir et retourner à l'Assemblée nationale avec un peu plus de substance. Oui, Alec. Bien, c'est comme si les partis d'opposition étaient partis plus vite que leurs propres syndicats, leurs propres alliés habituellement dans le réseau de la santé, qui sont beaucoup plus circonspects, qui font beaucoup plus attention à leurs réactions, que ce soit la FIC, que ce soit la CSN. La FMSQ s'est contentée, les médecins spécialistes, d'un communiqué. On n'a pas encore fait de point de presse. On étudie le projet de loi parce qu'ils savent eux-mêmes, parce qu'ils ont l'écho de leurs membres, parce que moi, j'en reçois des courriels à l'émission, des auditeurs, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des médecins. Il y a beaucoup plus de curiosité que d'inquiétude actuellement autour du projet de loi. On se demande, est-ce que ça ne pourrait pas améliorer les choses? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée? La mobilité, par exemple, les infirmières, il y en a beaucoup qui le demandent depuis très longtemps. Syndicalement, c'est pas populaire, mais les membres aiment ça, l'idée de pouvoir se promener sans perdre leur ancienneté. Alors,
on est en train de juger où on peut attaquer le projet de loi, qu'est-ce qui peut être modifié, alors que les partis d'opposition, eux, ont pris le projet de loi, l'ont jeté à la poubelle, ont dit « il n'y a rien de bon là-dedans ». Ils sont peut-être partis à la guerre trop vite, parce que visiblement, je pense que c'est pas encore clair à savoir comment elle va être reçue véritablement dans le réseau de la santé, cette réforme-là. Mais encore une fois, ils ont le droit, s'ils jugent que c'est le cas, d'aller à la guerre contre un élément, un autre. Mais là, on a l'impression que c'est à celui qui va trouver l'expression la plus suave, la plus drôle. On est quand même devant une réforme importante et c'est sérieux, là. Les gens se font opérer au privé. Les gens n'ont pas de dermatologue. Les gens attendent avec leur mère de 90 ans à l'urgence. C'est sérieux, là. C'est ça que j'avais l'impression que le sérieux, Chantal, de l'opération était passé à la trappe, là. D'abord, pour faire écho à ce qu'Alec vient de dire, j'avais un rendez-vous médical, moi, aujourd'hui, et pour une rare fois dans ma vie, la première chose qui est arrivée, la première question portait sur ce que je couvre dans la vie plutôt que ce que je ressens. Et c'était pas une discussion hostile, le gouvernement a tort, c'était l'intérêt de réfléchir. L'opposition n'est pas là pour avaliser tout ce que fait le gouvernement. Mais un, c'est un immense chantier. Deux, c'est une grande discussion dans laquelle l'opposition peut jouer un rôle constructif. Et trois, le gouvernement est en place pour 4 ans. Il vient d'être élu. Alors, peut-être que tuer son projet de réforme dans l'œuf avec des grands effets de toge, c'est pas nécessairement le moment. Un extrait de M. Legault que je vous envoie parce que là, c'est assez amusant, parce que des gens disent, vous voulez recentraliser. Effectivement, on entend ça. Puis d'autres disent, non, on décentralise au contraire. C'est comme on dit quelque chose et son contraire. Bon, ça peut être résolu. M. Legault a essayé de résoudre cette énigme, on l'écoute. La bonne gestion, là, c'est que Québec, la haute direction, évalue le résultat, mais laisse le choix des moyens localement. Puis là, bien, ça leur donne de la corde, ils peuvent se pendre avec, mais ils ont une obligation de résultat, de donner des bons services de qualité. Merci. Michel David, je commence avec vous cette fois-ci. Est-ce que c'est une... Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Est-ce que c'est une décentralisation ou une centralisation? Je pense que c'est les deux en même temps. C'est certain que quand on regarde l'agence qui va être l'employeur unique, alors que jusqu'à présent, c'était les CIS, les CIUS là, qui employaient les gens dans leur région, dans leur secteur, là, on peut dire, bon, ça, c'est de la centralisation. Mais l'important, je pense, pour les bonnes opérations dans le réseau, c'est qu'est-ce que les gens sur le terrain vont être capables de faire de plus par rapport à ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Là, on le sait, depuis la réforme Barrette, il y avait plein d'établissements où il n'y avait pas de direction. On se reportait, quand il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on demandait aux CIUS puis aux CIS. Là, il va y avoir partout des gens et c'est là que ça va se jouer. Quelle latitude ils vont avoir? Ces gestionnaires-là, ces patrons. Oui, exactement. Est-ce qu'il va... M. Legault, il dit qu'ils vont avoir assez de cordes pour se pendre, là. Mais concrètement, là, quels sont les pouvoirs, la marge de décision qu'ils vont avoir? C'est là qu'on va voir s'il y a vraiment une décentralisation. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y avait à Québec aujourd'hui, des images rocambolesques, weird. Pardonnez-moi l'expression, mais je ne sais pas ce qu'il y avait à Québec aujourd'hui, là. Même M. Legault avec la pendaison. Bon, bref. Alec, centralisation, décentralisation, c'est les deux, comme dit Michel. C'est ça qui est intéressant. Ben, je suis pas sûr que j'aime beaucoup, moi non plus, l'image de François Legault là, sur la pendaison. Des fois, François Legault, comme ça, parle sans trop réfléchir à ce qu'il dit. Pas sûr que mettre de l'huile sur le feu comme ça au début de la réflexion autour de son projet de loi était une bonne idée. Mais bon, on commence à connaître le personnage. Là. Des fois, il en échappe un peu. Je suis pas certain que j'aime cette idée-là. Mais n'empêche que c'est vrai qu'il faut donner de la marge de manœuvre localement pour la gestion des horaires, pour être capable de modifier des choses. Mais jusqu'où ça va aller, Michel a raison. Par exemple, parce que les directeurs d'établissement vont pouvoir choisir d'innover d'une manière ou d'une autre, choisir les appareils médicaux qui vont pouvoir, par exemple, acheter en disant « Moi, c'est là que je veux mettre l'accent pour améliorer les temps d'attente, telle chose ». Ou est-ce que tout ça va être décidé en haut lieu puis qu'on va juste avoir quelqu'un qui va être désigné coupable quand ça va mal? Parce que ça serait pas une bonne idée. De dire « on a un PDG dans un établissement, puis quand ça va mal, on va pouvoir le mettre dehors. Et quand ça va bien, il ne pourra rien décider. » Ça, c'est pas une bonne idée. Alors, cette marge de manœuvre-là, effectivement, jusqu'où on va pouvoir aller. Et c'est là que l'opposition, je reprends ce que Chantal disait, peut jouer un rôle intéressant
en comité parlementaire, en commission parlementaire, essayer de savoir jusqu'où on peut aller, comment on peut réécrire ou modifier la loi pour donner de la marge de manœuvre localement à ces PDG-là, pour pas que ça soit encore l'agence avec son PDG en haut lieu qui décide de tout. Ça, c'est intéressant et c'est constructif. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on entend. Bien, il y a un devoir de sérieux, en fait. Un devoir de sérieux devant l'enjeu. Mais sur la décentralisation, conclusion, Chantal, après, je vais vous parler vite du PLQ, puis après, on s'en va à Washington. Je ne répondrai pas aux questions sur la décentralisation parce que je veux vous parler de calendrier. On est jeudi. Oui. Ce projet de loi-là a été déposé hier. Il est peut-être un peu tôt pour, un, faire le procès, ou deux, trouver qu'il y a quelque chose à redire au fait qu'on n'a pas encore de réponse. Et ce sont toutes des questions intéressantes à débattre, mais on pourrait croire que les partis, pas Québec solidaire, mais les libéraux en tout cas, qui se sont essayés et qui connaissent l'ampleur de la tâche et qui ont échoué, voudraient quand même laisser le temps au temps avant de grimper dans les rideaux. Comme un rendez-vous manqué, mettons. Mais on va oublier la journée, puis on verra les prochaines journées. Mais il y avait beaucoup de spectacles. Puis quand les gens disent que les périodes de questions les découragent, c'est difficile de ne pas être d'accord. Bon, OK. PLQ, rapidement. Ils sont quoi, 12 ou 14 dans ce comité? 14. Ils sont 14. Michel David, on va voir c'est André Pratt, qu'on connaît, là, l'ancien éditorialiste, chroniqueur, éditorialiste en chef, etc., de la presse. Il a été sénateur, bien sûr. Des anciens ministres, Pierre Arcan, Louis Charlebois, Jean Damour. Le fils de M. Charest, Antoine Dionne Charest, veut-il un jour, lui, être chef ou pas? Enfin, Jeff Kelly. Bon. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il y avait un comité? Je vous signale qu'il n'y a toujours pas de chef en vue. Comment vous avez réagi, Michel? Bien, moi, j'ai peur que le Parti libéral réinvente la roue. Écoutez, ça n'a jamais été un parti très fort sur la réflexion, là, on va se le dire. Ça fait 20 ans qu'ils surfent sur un petit livre que Jean Charest avait demandé à Claude Ryan d'écrire. Il n'y avait pas eu de réflexion à l'intérieur du parti autour de ça. On a pris ça, on a dit « Ah, voilà, c'est ça, être libéral. » Le petit livre rouge sur les valeurs libérales. Depuis ce temps-là, il n'y a eu aucun effort de réflexion qui s'est fait. Et là, il surfait parce qu'il y avait juste à dire l'indépendance, c'est dangereux et il gagnait des élections. Mais là, quel est le projet des libéraux? Là? Pourquoi ils sont là, les libéraux? Le PQ, on sait qu'ils veulent faire l'indépendance. QS, disons qu'ils veulent faire la révolution socialiste. Legault, il veut que le Québec soit aussi riche que l'Ontario. Les libéraux, qu'est-ce qu'ils veulent? On n'en a aucune idée. Et je ne pense pas qu'ils vont répondre à cette question-là. Là. Ils ont dit déjà, commencé à dire, on ne changera pas nos valeurs, puis finalement, ça va être un peu la même chose. Alors, moi, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à se trouver un chef. Chantal? Il y a 5 provinces au Canada où le Parti libéral, sous une forme ou une autre, ne fait plus partie du paysage. Et il y en a une 6e, l'Ontario, où le Parti libéral se cherche et se demande s'il y a encore une place sur l'échiquier politique. Alors, de se parler entre libéraux, de garder ses valeurs, c'est probablement un exercice qui va faire qu'on parle des libéraux maintenant, mais j'ai de la misère à avoir une solution là-dedans parce que le problème, c'est qu'on ne trouve plus la case dans laquelle ce parti-là pourrait s'inscrire. Alec, vous avez moins d'une minute sur les libéraux. Je pense que André Pratt est certainement l'un des gardiens du temple approprié pour faire une réflexion autour des valeurs libérales. Capacité intellectuelle tout à fait capable d'essayer de savoir où on en est là avec les valeurs libérales, comment les réactualiser. Mais je note que dans les poids lourds que vous avez montrés de ce comité-là, les petites photos tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des militants, militantes moins connus qui font partie du comité, mais on s'entend qu'il y a toujours une force de gravité dans les comités. Là. Les poids lourds que vous voyez vont être ceux qui vont beaucoup animer cette réflexion-là. Il n'y a qu'une personne, Jean Damour, qui vient de l'extérieur de Montréal, de la grande région de Montréal, et il n'avait pas les mots très tendres à l'issue de la dernière campagne électorale sur la déconnexion des libéraux en région. Donc, on espère que Jean Damour pourra se faire entendre parce que c'est clairement un point important, puis il est le seul à représenter cette vision-là. On avait préparé un tableau, un petit clin d'œil sur qui sera le prochain chef. Je vous le montre pour vous faire sourire, parce qu'on ne le sait pas, là. On le sait pas. Bon, sourire, on est jeudi. Bon, Azeb, à Washington,
On se demandait, il avait prédit qu'il allait avoir des accusations contre lui, qu'il allait être arrêté. Que se passe-t-il avec Donald Trump et ce grand jury? Expliquez-nous. Voilà, donc on vient d'apprendre, ça vient de sortir là, le grand jury a de mettre en accusation Donald Trump. Patrice, c'est très gros ici. C'est la première fois qu'un ancien président américain, puis aussi un candidat à la présidence de 2024, soit inculpé de cette façon. On ne connaît pas encore les détails, mais ce qu'on sait, c'est que le grand jury a voté. Il faut une majorité, ils sont 23, il faut 12 personnes qui sont en faveur de son inculpation. Donc, ils ont voté pour l'inculper. Donc, à partir de maintenant, Donald Trump, les avocats de Donald Trump vont négocier avec New York. Et normalement, il a déjà dit qu'il va se rendre à la justice new-yorkaise, qu'il va se présenter sur les lieux. Donc, ils vont prendre ses empreintes digitales, cette fameuse photo. Donc, c'est la première fois. Donc, c'est une assez grosse nouvelle ici. Alors, je vous rappelle... Ben oui. Voilà, Oui. il faut rappeler la cause. C'est l'affaire Stormy Daniels qui remonte à 2016 où l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, avait payé $130 000 à cette jeune femme pour qu'elle garde son silence. Elle avait eu une histoire extra-conjugale avec Donald Trump en 2006. Donc, ils l'ont payé $130 000 pour qu'elle se taise. Or, ça, c'est légal. Il peut y avoir un consentement entre deux adultes, sauf qu'ils ont prétendu, l'organisation Trump a prétendu que c'était des frais juridiques, d'une part, mais là où le crime aurait été commis, c'est que normalement, ça aurait aidé sa campagne électorale pour qu'il soit président des États-Unis, et c'est là qu'on parle de crime. Donc, le grand jury affirme qu'il y a assez de preuves pour qu'il soit mis en examen. Donc, c'est en lien... Ils disent, c'est une façon que vous avez utilisée. Le paiement de 130 000 aurait presque dû, puis ça aurait été légal, être considéré comme de l'argent électoral parce que vous vous êtes servi de ça pour pas que ça nuise à votre campagne électorale. C'est ça, c'est pour ça qu'on disait que c'était compliqué. C'est ça Exactement. C'est la loi du financement, en fait, de toute campagne électorale aux États-Unis. Ouais. Donc, est-ce que il va aller à New York? Est-ce qu'il doit aller? Est-ce qu'il y a une heure? Est-ce qu'on va le voir avec des menottes? C'est-à-dire que là, ils sont en train de négocier parce qu'il y a toute une affaire de sécurité. On connaît Donald Trump, il va certainement réagir facilement. Et certainement que lui-même a été pris par surprise parce que jusqu'à présent, c'est Donald Trump qui avertissait les médias à travers ses réseaux sociaux pour dire « Voilà, ils vont m'arrêter. » C'était arrivé pour les documents classés. Même pour New York, il a dit « Ça y est, ils vont m'arrêter. » Donc là, vraiment, le grand jury annonce ça à 17h un jeudi après-midi. Donc normalement, il doit se rendre là-bas. Il a déjà accepté qu'il allait le faire. Mais ce qui est assez incroyable, Patrice, c'est que dans les sondages, la cote de popularité de Donald Trump monte en flèche. Il dépasse maintenant Ron DeSantis de près de 20 points, donc de très loin. Et ça va l'aider même, ironiquement. Exactement. Et c'est ce que tous les experts qui étudient Trump, dont Maggie Haberman du New York Times, qui dit il doit en fait trépider de joie presque parce que ça y est, c'est une victime. Et on s'en était parlé, Patrice. Cette affaire de Stormy Daniels, c'est pas la plus grosse affaire, si vous voulez. Quand on regarde presque le coup d'État qui a été fomenté le 6 janvier, il est accusé de cela quand même, le 6 janvier 2021, également d'avoir gardé les documents classés secrets, de les avoir gardés chez lui à Mar-a-Lago, et puis même d'avoir tenté de renverser les résultats des élections. On pensait qu'il aurait été inculpé pour ces raisons-là. Or là, c'est une histoire extra-conjugale. Melania venait d'avoir un enfant. Il a eu cette histoire extra-conjugale avec Stormy Daniels en 2006. Il a payé. Et c'est ça, en fait, il devra répondre à ces accusations-là. Et pour Trump, pour lui, ça ne fait que mousser sa popularité, finalement. Mais il n'est pas condamné, là. Il faut quand même le dire. Et voilà. Beaucoup de républicains sont pris parce que certains disent « Oui, mais c'est politique, là. C'est un grand jury démocrate. C'est politique, tout ça. Il n'aurait pas dû être accusé. » Alors là, ça va être intéressant de voir dans le camp républicain qui va résolument se ranger derrière lui, ce qui était le cas avant, mais c'était de moins en moins le cas. Peut-être ça va redevenir le cas, là. Ben oui, parce que les sénateurs comme Lindsey Graham, par exemple, ou d'autres sénateurs qui avaient carrément accusé Alvin Bragg, la personne qui accuse Trump, si vous voulez, le ministre de la Justice, entre guillemets, de l'État de New York. Et en fait, il était vraiment accusé par ces gens-là, que c'était une chasse aux sorcières contre Donald Trump. Oui, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont... Très bien. Azeb, on se donne rendez-vous au téléjournal dans quelques secondes. Là, vous allez ouvrir notre téléjournal, c'est sûr, à 18h. Alors, à tout de suite. Puis je dis merci à Chantal, Michel, Alec. Je vous avais dit bousculer, voilà. Mais c'est intéressant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.